Ciel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour nous accompagner pendant cette conversation, pendant cet entretien. Alors, je vais commencer, comme d'habitude, par vous présenter notre invitée, Léa Simone Alegria. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Racines de Ciel. Bonsoir. Vous êtes née à Paris, où vous avez suivi des études de lettres, d'art appliqué et d'histoire de l'art. Vous êtes titulaire d'un master 2 de lettres modernes portant sur Gérard de Nerval et diplômée de l'école du Louvre avec pour spécialité iconographie antique et chrétienne. À 22 ans, repérée dans la rue, vous devenez mannequin dans une agence parisienne. Vous avez notamment travaillé pour les maisons Hermès, Dior ou encore pour la marque Chloé. Également galeriste et artiste, vous avez créé en 2018 avec Augustin Doublet une galerie d'art à New York, galerie d'art aujourd'hui basée à Paris. Le milieu de la haute couture, le rapport à l'image et la figure de la muse dans la mode comme dans l'art vous inspire le sujet de votre premier roman, Loin du corps, paru en 2017 aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Rouge. Votre deuxième roman, Le Grand Art, édité en 2020 chez Flammarion, nous offre une immersion saisissante dans le monde des commissaires-priseurs et des experts, avec en filigrane une réflexion autour de la thématique de l'authenticité des œuvres et du pouvoir de l'art, hier, aujourd'hui et sans doute demain. Ce livre est un succès auprès du public et de la critique. Nous allons évoquer ce soir votre troisième opus littéraire à ce jour, un roman, encore un roman, intitulé Douce menace, publié en août dernier chez Albin Michel. Alors peut-être une première question avant d'entrer plus avant dans le substrat littéraire de votre œuvre. Nous sommes à Ajaccio. Michel a évoqué vos racines corses. Justement, quel est votre rapport à la Corse et peut-être à cette ville d'Ajaccio ? Alors Léa, on vous entend, mais ça serait peut-être quand même mieux avec un micro. Si possible. Ah, eh ben voilà. Eh ben voilà. Là, vous m'entendez. Déjà, merci Michel, merci Sandra, je suis ravie d'être là. Et merci à tous d'être venus pour nous écouter. Mon rapport à la Corse, il est très simple. C'est mon grand-père. Mon grand-père est né en Corse, Jacques Dominat. Il nous a raconté à nous, tous les petits-enfants, 1 milliard d'histoires de son enfance, de son adolescence, de toute sa vie très riche. Et pour moi, la Corse, c'est lui. Et d'ailleurs, quand il est décédé il y a 10 ans, j'étais effondrée et j'ai dit mais je ne retournerai plus jamais en Corse, plus jamais. Je fais le vœu solennel, on ne me verra plus en Corse. Et puis évidemment, peut-être pour le ressentir, pour rester dans sa mémoire, qui reste dans la mienne, je retourne en Corse au moins 2 fois par an. Chez lui encore aujourd'hui et oui, la Corse c'est très important pour moi. Et puis peut-être pour justement au sujet de votre grand-père, j'ai cru noter dans votre livre une référence à une voiture, à une Mustang qui était sa voiture, et votre tante Isabelle Miller qui a écrit un livre intitulé La Mustang rouge de mon père. Justement, il y a ce clin d'œil aussi dans ce livre. Double clin d'œil. Clin d'œil à mon grand-père qui a une Mustang rouge dans laquelle il nous emmenait juste pour acheter le pain, juste pour promener la Mustang. Et clin d'œil à ma tante Isabelle qui a écrit La Mustang rouge de mon père, qui est un magnifique livre qui est un hommage à mon grand-père et qui est aussi sa relation père-fille, quoi. Alors, nous allons parler de Douce menace, qui est votre troisième roman. Et si je vous dis qu'il est placé d'emblée sous le double signe de Baphomet et de la roche tarpéienne, du secret, du mensonge et de la trahison, c'est parce qu'il nous emmène à Rome sur les traces d'un couple que l'on va découvrir illégitime et sur les traces d'un tableau, vrai, faux, copie, double, on ne sait pas, qui va devenir le miroir de leur relation. Quel a été pour vous le point de départ du livre ? L'histoire d'amour ou l'histoire du tableau ? Les deux se sont imbriqués d'une manière très
très étrange et très naturel, c'est-à-dire que j'étais vraiment à Rome avec mon amoureux de l'époque, et on a été à la Galerie Borghese, et dans cette galerie où il y a 1 milliard d'œuvres toutes plus éclatantes les unes que les autres, je suis tombée en adoration sur un tout petit tableau minuscule, tout grisonnant, qui est le jeune Bacchus malade de Caravage. Et ce tableau, qui, comme ça, paye pas vraiment de mine, bah, je me suis dit, mais je sais pas, il a quelque chose à me dire, il veut m'annoncer quelque chose, je sais. J'ai cherché à comprendre pourquoi il me happait à ce point. Et donc, en historienne de l'art, j'ai commencé à faire des recherches dans les archives sur le tableau. Et en fait, j'ai fini, mais bien longtemps après, en écrivant le livre, en fait, par comprendre que le tableau avait peut-être quelque chose à me dire sur mon histoire d'amour avec la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, quand je le regardais, quoi. En fait, on s'aperçoit que tout au fil de l'enquête, parce que ce livre est aussi une enquête, hein, évidemment, autour de ce tableau, les personnages vont se découvrir, se révéler à eux-mêmes, et l'histoire fonctionne véritablement comme un miroir de la relation, mais bien plus que ça, puisqu'en fait, vous procédez par strates successives, et on découvre de nouvelles réalités au fur et à mesure qu'on arrive dans le livre. Est-ce que ces dimensions supplémentaires se sont imposées dès le départ ? Non, il fallait vraiment écrire pour comprendre. C'est une enquête, mais c'était d'abord une enquête pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, bon, bah voilà, Caravage, super. On a tellement écrit sur Caravage, je vais peut-être pas m'emparer de ce sujet-là qui est si énorme. Et puis je me suis dit, bah en fait, si je contourne la difficulté et que je rentre vraiment dans une recherche qui est dans le tableau lui-même, peut-être que je vais trouver des réponses. Et c'est en allant à l'atelier à l'Institut de restauration pour chercher comment il avait été restauré. C'est en regardant comment Caravage est arrivé à Rome dans les années 1590, complètement ivre déjà à l'époque et mal en point, hein, puisque c'est le Bacchus malade, c'est un autoportrait. Le Caravage se peint lui-même malade. Et ben j'ai été sur les lieux de la maladie, c'est-à-dire là où il a été interné à l'hôpital de la Consolation, qui est devenu un commissariat aujourd'hui. D'où le fait que j'ai mis un commissariat dans le livre. C'est là encore une enquête. Petit à petit, je découvrais des choses et puis je les mettais dans l'enquête. Et pareil pour la relation amoureuse, c'est-à-dire que j'arrive toute amoureuse à Rome et puis, comme je vous l'ai dit, le tableau est malade et donc on se dit bien que sous les couches de vernis, il y a quelque chose de menaçant peut-être dans le couple aussi. D'ailleurs, justement, ce tableau, il est, au-delà du fait qu'il ait éveillé quelque chose en vous, il est très particulier par ce qu'il dit du caractère révolutionnaire de Caravage en tant que peintre. Parce qu'à l'époque, on ne se peignait pas malade. C'était totalement inconcevable. Ce sont d'ailleurs les réflexions que se fait le marchand d'art qui est chargé de le vendre à l'époque du Caravage, puisqu'il faut dire que dans le livre, vous alternez les temporalités. Hein. Il y a l'époque d'aujourd'hui et l'époque pendant laquelle a vécu le Caravage. Et justement, ce tableau nous dit aussi quelque chose du peintre et quelque chose du moment pictural. Mais ça c'est incroyable. C'est-à-dire que avant Caravage, il peignait que dans un atelier, donc sous la houlette d'un maître. C'est pas lui qui décidait de ses sujets. On lui a dit tu peins une corbeille de fruits, il peint une corbeille de fruits. C'est pas lui qui se dit je vais le faire. Et là, quand il est en convalescence à l'hôpital, c'est attesté qu'il peint des tableaux pour le prieur de cet hôpital. Mais donc là, c'est carte blanche, il fait ce qu'il veut. Et il choisit de faire un autoportrait. Peut-être aussi parce qu'il n'avait pas de modèle sous la main, c'est possible. En tout cas, il prend un miroir, il se peint lui-même, il s'enroule dans un drap, donc il se peint non seulement malade, mais en plus en divinité. C'est un Bacchus. Donc là, c'est une transgression énorme pour l'époque, aux alentours de 1600, quand on se peint en Dieu, mais on se peint idéalisé, magnifique, la couronne de pampre, elle est parfaite, alors que là, elle est déjà toute comment dire, en déliquescence. En déliquescence. Pas bien du tout. Il a des cernes, il est bouffi, il est un peu vert.
il a les lèvres pratiquement blanches. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à Albin Michel, je vais faire le jeune Bacchus malade, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais tu nous mets pas sur la couverture du livre, parce qu'il est vraiment affreux. Je dis, bon, bah. Et alors, justement, dans ce livre, au-delà de la réflexion sur le monde de l'art et de la mise en abîme par rapport à la thématique de la copie, du double, de l'authenticité, une thématique que vous aviez d'ailleurs déjà explorée dans un livre précédent, Le Grand Art, mais sous une forme totalement différente, il y a aussi une réflexion sur la création littéraire et peut-être aussi sur l'authenticité en littérature. Pourquoi ? Parce que il se trouve que les deux héros du livre, le couple, est un couple de romanciers, et que là où l'homme, Nino, connaît un succès insolent, l'héroïne, j'allais dire vous, mais bon, l'héroïne, Alba, qui peut vous ressembler par certains traits peut-être, est en train de se poser un certain nombre de questions sur son avenir en littérature, etc. Alors, il y a une mise en abîme, mais presque un livre dans le livre. Ça aussi, d'abord, est-ce que c'est un sentiment qui est juste ? Est-ce que Alba... Complètement. Oui. Et ce questionnement, ce livre dans le livre, c'est venu progressivement aussi. Pourquoi ce questionnement sur la création littéraire qui vient s'ajouter, qui complète le questionnement sur l'art ? Parce que j'ai l'impression que les deux sont liés. J'ai la passion de l'histoire de l'art, mais j'ai aussi la passion de la littérature. Et tout ce que je peux te dire sur l'histoire de l'art, ça vaut aussi pour l'art qu'est l'écriture. Donc, parler du faux en littérature, parler des citations, de qui a emprunté quoi à l'autre. On prenait un café il y a 5 minutes et Sandra me faisait remarquer qu'elle a trouvé une phrase dans mon dernier roman. C'était quoi la phrase ? Alors d'abord, il y avait deux choses. D'abord, on apprend dans votre livre que une phrase du livre Le Parrain de Mario Puzo. Ah ça oui, ça c'est dans ce livre-là. Dans ce livre-là, oui, est en fait tiré d'un roman de Balzac. Voilà. Et il y a aussi dans votre livre et dans le livre précédent aussi une phrase qui rappelle les écrits du philosophe Walter Benjamin. Mais ça, on va y revenir peut-être plus tard. Oui, mais c'est super intéressant, c'est parce que justement, elle m'a dit une phrase de mon dernier livre, tout ce qui vient de la main de l'homme peut être reproduit. Absolument. Et cette phrase, elle me fait remarquer que c'est de Walter Benjamin. Et je me dis, mais oui, maintenant qu'elle me le dit, c'est vrai. Mais je m'en suis pas forcément rendu compte en l'écrivant, parce que pour moi, c'est une phrase qui coule, donc je la mets, et je me dis, mais en fait, si elle coule, c'est parce que je la connais déjà, et c'est dur de faire la part des choses. Donc, il y a l'histoire du faux et de la copie volontaire, et il y a l'involontaire. Là, maintenant, mon livre est sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui tirent des citations de mon livre, et je peux pas m'empêcher, quand je vois une citation avec écrit Léa Simone Allegria, telle phrase, je me dis, mais ça, c'est moi qui l'ai dit ou c'est Nino ? Je sais plus. Possible que ça soit lui, je sais pas. Alors, dans le livre, au fur et à mesure de cette enquête, au fur et à mesure de cette mise en abîme de l'histoire d'amour, de l'enquête autour de l'œuvre du Caravage et aussi du processus de création littéraire, on assiste à des échanges entre les personnages. Et il y a cette scène particulièrement amusante, parce qu'il faut dire qu'on rit beaucoup dans votre livre. Il y a beaucoup il y a de l'humour, il y a de la prise de distance, il y a une forme de dérision, d'autodérision. Il y a ce passage où Nino, par exemple, le héros, suggère à Alba, l'héroïne, d'écrire à partir de l'histoire d'un couple et d'un tableau, et en fait, cette suggestion la blesse. Oui, parce qu'elle se dit, mais il me cantonne au genre roman un peu de gare où les héros vont chercher un tableau et là, qu'est-ce qu'on va trouver ? Et elle se dit, mais non, mais moi je veux lui montrer que je sais faire de la littérature, de la grande littérature. Et après, c'est une réflexion d'Alba qui... Voilà en quoi Alba n'est pas comme moi. C'est que je crois pas qu'il y a un sujet... je crois pas qu'il y a un grand sujet en littérature. Mon premier livre, c'était sur le mannequinat. C'est pas le meilleur des sujets, mais il n'empêche que ça peut faire aussi un livre. Et les livres d'enquête sur l'art, pareil. Mais en fait, ça montre aussi que Alba, elle veut tellement plaire à Nino, elle veut tellement être à sa hauteur,
que pour elle, elle se vexe un peu facilement peut-être. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. C'est la pression qu'elle a à vouloir que Nino la choisisse en fait. Et en fait, tout le livre est cette espèce de réflexion qu'elle approfondit autour de leur relation, autour de leur rapport et autour de et là on retrouve encore cette thématique de l'authenticité et autour de cette espèce de sincérité mensongère ou de mensonge sincère que Nino introduit en permanence au fil de leur conversation. Voilà, parce que de la même manière que le tableau, le jeune Bacchus malade, on se demande si c'est un vrai, un faux, un double, une copie. Alba finit par se demander si l'amour que Nino a pour elle, et en tout cas leur projet d'avenir, est-ce que ça serait pas une petite arnaque aussi? Est-ce qu'il y aurait pas quelque part une entourloupe? Oui, on va pas vous dévoiler la fin, mais en fait, il y a des rebondissements et un rebondissement dans le rebondissement. Là aussi, il y a une mise en abîme. C'est totalement inattendu. C'est ce qui rend aussi le livre particulièrement passionnant à lire. Et j'aurais une petite question sur le titre avant qu'on discute plus avant du contenu. Douce menace, c'est une sorte d'oxymore. Et cet oxymore m'a rappelé une autre oxymore que l'on accole volontiers au style du Caravage, qui est le clair-obscur. Et en fait, dans ce livre, même du point de vue de l'écriture, vous faites alterner les périodes où les personnages se masquent, se démasquent. Vous alternez aussi les temporalités, le passé, le présent, et cette mise en regard de deux réalités qui forment l'oxymore en question font apparaître une troisième réalité. Alors, est-ce que ce clair-obscur, cette douce menace, c'est aussi une façon de remettre tout en perspective? Pour moi, ça reste toujours une façon de reparler du tableau, qui est le point central pour moi du livre. Le tableau, alors là je peux pas vous le montrer comme ça, mais il est extrêmement ambigu. C'est-à-dire que à la fois, d'ailleurs, le personnage d'Alba trouve qu'il est tout mignon et qu'on a envie de lui faire un câlin, ce qui est légitime, et le personnage de Nino, lui, il trouve qu'il est affreux, il a la canine qui sort et il pense qu'il va lui mordre. Et donc pour moi, cet oxymore-là, c'est aussi par rapport au tableau. À la fois, c'est un dieu, à la fois il est malade, à la fois c'est Caravage, à la fois il est inconnu. Il est aguicheur et en même temps il va mourir. On sait pas vraiment. Il a un peu tout en lui, la douceur comme la menace. D'où le titre et le clair-obscur évidemment. D'autant plus qu'au fil du livre, Alba en vient de plus en plus à imaginer Nino en Bacchus. En fait, il devient une sorte d'allégorie de leur relation. Et dans ce livre, il y a également des personnages. Je vais vous demander comment vous avez justement travaillé à leur reconstitution des scènes du passé que forcément vous n'avez pas vécues et auxquelles vous n'avez pas assisté. Il y a notamment le personnage absolument fascinant de Scipion Borghese, qui est un collectionneur, qui est cardinal, qui s'entiche véritablement et sincèrement de la peinture du Caravage et qui n'a qu'une idée en tête, c'est enrichir en permanence sa collection, quitte à passer par le crime, par le vol, par la spoliation, par le chantage. Il y a des scènes absolument hallucinantes, mais dont on sait qu'elles ont réellement existé. Comment avez-vous travaillé et au sujet de ce personnage, justement? J'ai adoré écrire sur ce personnage parce que je sais pas, il m'amuse, il m'a fait rire et je me suis dit que ça allait faire un bon. Je le voyais tout gros avec ses petits chaussons rouges, très important en même temps. Il a créé toute une galerie, mais ça aussi c'est un truc à cette époque, ça existait pas. Il a créé un palais entier sans aucune chambre, aucune salle de bain, juste pour abriter sa collection d'art. C'est quand même incroyable. C'est donc le cardinal neveu, le neveu du pape, et il s'occupe des finances du Vatican. Donc autant de dire qu'il a de l'or plein les doigts, il fait ce qu'il veut avec. Et donc il met tout en œuvre pour assouvir sa passion. Et pour Caravage, il fait des folies, il y va tranquille quoi. Et il vole des œuvres dans les églises, les noces de sang de Pérouse par exemple de Raphaël. Il prend le tableau de nuit. Il le fait passer par-dessus les remparts de Pérouse, il le descend, mais ça c'est une vraie histoire, et il le ramène chez lui.
Tout ça à la barbe de tout le monde. Et le lendemain, la ville se réveille et dit mais il est passé où notre tableau? Oh, c'est Scipion qui l'a pris. Et là, la ville a voulu prendre les armes en disant, Pérouse a dit, mais soit il nous rend notre Raphaël, la déposition de croix, soit on envoie l'armée. Là, on le veut, c'est hors de question, on va pas se laisser faire. Et donc le pape intervient et dit à son neveu, bah écoute, moi je veux bien te couvrir, mais il va peut-être falloir faire quelque chose. Et là, il fait faire 2 copies, une par le cavalier d'Arpin, qui était le maître de Caravage, enfin, Caravage travaille dans son atelier, et il remplace le Raphaël, ni vu ni connu, par une copie du cavalier d'Arpin. Et comme ça, tout le monde est content. Et on s'aperçoit aussi, puisque Caravage a eu une existence tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, il a même commis des crimes, un crime, un crime. Et en fait, systématiquement, Scipion Borghese réussit à le faire gracier et il lui demande en quelque sorte de le payer en tableau. Le prix de sa grâce, c'est un tableau à chaque fois. Et jusqu'à la fin, le David et Goliath, il l'appelle le pardon Borghese, parce que c'est là qu'il a assassiné un homme, Caravage, on connaît l'histoire. Oui. Et il part en exil pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, le pape veut bien faire quelque chose pour lui, mais bon, c'est quand même dur de gracier un meurtrier pour le pape. Et il lui dit, mais je vais t'envoyer une œuvre exceptionnelle. Son dernier autoportrait, donc le premier, c'est le jeune Bacchus malade, et le dernier, c'est ce fameux David et Goliath, qui est juste à côté du jeune Bacchus malade à la galerie Borghese. Et Caravage se peint sous les traits de Goliath décapité. Donc il est comme ça. C'est pas terrible ce que je viens de faire. Et il a une énorme balafre ici. Et David, il a une lame. Et sur la lame, on voit quelques lettres, H-A-S-O-S. L'humilité terrasse l'orgueil. C'est la devise de Saint-Augustin. Et c'est pour dire à Scipion et plus encore au pape, qui fait œuvre d'humilité, que maintenant il va se calmer et qu'il peut rentrer à Rome. Et c'est comme ça qu'il obtient effectivement le pardon du pape. Alors, en contrepoint, si j'ose dire, du personnage de Scipion Borghese, en contrepoint vertueux, il y a le cardinal Francesco del Monte, qui lui aussi était passionné par l'œuvre du Caravage, ce fut même son plus important commanditaire, et il n'est pas du tout enclin à adopter en revanche les méthodes douteuses de Scipion Borghese. Mais il y a dans votre livre une scène particulièrement saisissante, c'est celle où il explique au jeune jésuite François Cointrel de passer commande au Caravage pour des tableaux de thématiques religieuses, justement. Il lui explique avec des arguments religieux qu'il doit embaucher un débauché, quelqu'un qui ne suit pas du tout les préceptes de l'Église, et finalement, Cointrel accepte. Ça, c'est inventé. Hein. Mais justement. C'est pas vrai. Hein. Oui, c'est pour la commande de Saint-Louis des Français. À ce moment-là, Caravage n'est pas encore connu. D'ailleurs, il s'appelle pas encore Caravage, il s'appelle Merisi. Voilà, Michelangelo Merisi. Caravage, c'est le nom de son village. Et le cardinal Del Monte. Et tout se passe sur la même place. C'est ça qui est trop beau. C'est que ça se passe sur la place Saint-Louis des Français à Rome. D'un côté, il y a la maison du cardinal Del Monte, qui est aujourd'hui le Sénat. De l'autre côté, il y a la maison du cardinal Giustiniani. Les deux se font la guerre pour savoir qui a la plus grosse collection. Et au milieu, il y a la petite boutique de Constantino Spada qui vend les œuvres de Caravage, mais qui les vend pour rien du tout. Au début, il va juste au tripot rouler sous la table avec sa paye et puis c'est tout. Il peut rien faire d'autre. Et le cardinal Del Monte voit les œuvres chez Constantino Spada et prend Caravage carrément dans son palais en disant « Je vais faire de toi un grand artiste ». Et donc il fait tout pour lui avoir la commande de Saint-Louis des Français qui va faire sa gloire absolue. Dès que les portes de Saint-Louis des Français s'ouvrent en 1600, Caravage devient une superstar, direct. Et je ne sais plus à quoi vous faites référence dans le... À cette fameuse scène... Ah oui. La scène de la conviction avec des arguments totalement... Enfin, là, il déploie
toute sa finesse intellectuelle et sa force de conviction pour expliquer que certes, Caravage est un débauché, mais en fait, le Christ nous a enseigné qu'il fallait justement... ah oui, voilà. Oui. Ça y est, je l'ai écrit il y a longtemps, je sais plus tout. C'est donc la conversion de Saint Matthieu, l'œuvre que Caravage doit peindre, le cycle de Matthieu. Et dans la conversion de Saint Matthieu, le cardinal dit qu'est-ce qui est dit dans la Bible pour cette conversion. C'est la conversion la plus, c'est dit en une ligne, c'est très concis, la plus brève de tout l'Ancien Testament, de tout le Nouveau Testament. Pardon. Il lui dit, le Christ lui dit, suis-moi, et il le suivit, et c'est tout. Et le cardinal Del Monte fait remarquer à Mathieu Cointrel que Mathieu, c'est qui Mathieu? C'était un collecteur d'impôts qui n'était pas vraiment un saint à cette époque-là. Et pourtant, c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui veut avoir près de lui, justement, parce que c'est les pécheurs qui l'intéressent. Et donc, il dit à Mathieu Cointrel, tu sais ce qu'il se reste à faire. Tu fais comme Jésus, il t'a montré la voie. Bon, tu prends le pécheur. Donc, tu me prends mon Caravage maintenant. Et ce sera d'ailleurs la première commande publique du Caravage, qu'il refuse d'abord, puisqu'il s'agissait de peindre sur du travertin et que lui voulait faire des toiles, ce qui n'était pas d'usage à l'époque dans les édifices religieux. Ouais, alors ça, je sais pas s'il a refusé, mais en tout cas... Vous le dites, vous l'écrivez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de toile dans les églises à cette époque-là, sauf celle de Caravage. Et les donc, 3 toiles qu'on va retrouver dans les la chapelle. 3 toiles du cycle de Matthieu, c'est peint sur toile. Et quand on va aujourd'hui à la chapelle de Contarelli, donc Cointrel en italien, on voit les 3 toiles de Caravage, et juste au-dessus, le plafond, on voit le plafond du comment il s'appelle ? Du chevalier d'Arpin. Du cavalier d'Arpin, qui était son maître, et donc il lui a volé la commande. Et aujourd'hui, plus personne ne regarde en l'air, on n'en a que pour Caravage. D'ailleurs, puisque vous parlez du cavalier d'Arpin, le livre nous permet aussi une immersion dans le monde des ateliers, des peintres de l'époque, et on voit quelle était la précarité et la difficulté de leur statut, puisque au départ, le cavalier d'Arpin, c'est quand même un petit peu l'archétype du peintre couvert d'honneur, demandé un petit peu partout, et Caravage, c'est véritablement le peintre maudit. Et l'ironie de l'histoire, effectivement, vous venez de le dire, c'est que dans la chapelle Contarelli, tout le monde oublie de regarder l'œuvre de d'Arpin, et tout le monde n'a Dieu que pour les toiles du Caravage. Le cavalier d'Arpin, c'était le peintre officiel du pape. Il avait été anobli et il était en place. Et le Caravage, c'était rien du tout. Et Caravage a choqué tout le monde avec sa nouvelle manière de peindre, dès l'ouverture des portes de Saint-Louis des Français. Donc, il y avait la queue qui était dehors, parce que faut se dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les divertissements autres qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, pour eux, les nouveautés dans les œuvres d'art, c'était quelque chose qui choquait tout le monde, quoi. Et dès que Caravage est arrivé, il a mis des gens habillés à la mode contemporaine dans un tableau d'histoire sainte, et les gens, ils le regardaient comme ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, quoi? Et il a peint les saints avec des pieds noirs, avec des rides partout, et ça, c'était impossible, ça existait pas. Et donc au début, bien sûr, comme toute révolution picturale, tout le monde a dit quelle horreur, on y va, on se moque, mais on n'accepte pas. Et puis très vite, ça a fait le tour de Naville et tout le monde a voulu avoir que du Caravage. Donc l'ancienne manière, jolie, fleurie, plus idéalisée, avec des beaux nuages du cavalier d'Arpin, elle est passée aux oubliettes. Et d'ailleurs, le Caravage a aussi commis un acte de transgression suprême, puisqu'il a peint une de ses maîtresses sous les traits de la Vierge. La maîtresse en question s'appelait Maddalena Antonietti, et dans le livre, justement, il y a un tableau, la Vierge de Lorette. Le couple regarde ce tableau, et Nino et Alba, en fait, semblent prendre les traits de Maddalena. Alors là, on retrouve aussi une thématique, la thématique de la muse, que vous avez déjà traitée dans un livre précédent. Ça c'est un truc que j'ai vraiment vécu. On a été voir
la Vierge de Lorette, donc avec mon amoureux à Rome. Et puis juste après, on a été manger une petite glace juste à côté, chez Giolitti, qui est trop bon. Et juste là, il y a une rue, et c'est la rue, le Vicolo del Divino Amore, où a vécu Caravage. Et il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui nous le dit, mais bon, juste dans les livres. Et puis, donc c'est un vicolo, donc c'est même pas une rue, c'est une minuscule ruelle. Et dans cette rue, un peu plus loin, il y a une porte qui est condamnée. Il n'y a plus rien, mais il y a encore l'entrée comme ça, la petite pierre dessus. Et je savais que c'est l'endroit exact où Caravage a peint cette Vierge de Lorette. Et donc j'ai reproduit exactement la position que la Vierge de Lorette avait. Donc la Maddalena Antonietti, quand il l'a peinte, elle se tient comme ça, elle a l'enfant dans ses bras, c'est son vrai enfant dans la vraie vie. Donc vu que Caravage ne peint que d'après ce qu'il voit, il invente rien. Ben l'enfant est un peu trop grand pour jouer le rôle de Jésus, mais tant pis. Elle voulait son fils Paolo et rien d'autre, donc ça a été fait comme ça. Et c'était un très beau moment parce que moi j'imitais Lena Antonietti en train de poser et mon amoureux imitait Caravage parce qu'il prenait les photos. Donc bon, ça a moins de gueule quand c'est sur un iPhone, mais mais c'était un beau moment et un beau moment un beau dialogue entre le passé et le présent. Alors justement, vous avez parlé des lieux du Caravage. Et ce qui est assez frappant dans votre livre et très intéressant, c'était déjà le cas dans le livre précédent avec Paris, c'est que vos livres dévoilent une cartographie particulière des endroits, donc Paris pour le Grand Art et Rome pour celui-ci, comme si les lieux gardaient en fait une empreinte de ce qui s'était passé. Et le fait d'en parler de cette manière rend les événements encore plus tangibles, véritablement. Il y a un rapport organique à la ville dans vos livres. Mais dans ma vie aussi. J'adore savoir. Mais c'est comme en fait, les tableaux, c'est ça pour moi. C'est pas tant le tableau lui-même qui m'intéresse, c'est tout ce qui charrie avec lui, tout le passé pas seulement le moment où on l'a peint, mais tout ce qui s'est passé entre le moment où on l'a peint et le moment où je le regarde. C'est-à-dire tous les gens qui l'ont regardé aussi, à travers que ce soit Stendhal, par exemple, il était là, il l'a vu, ou il est passé entre les mains de plein de gens, Scipion Borghese, il l'a vendu, il a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et les lieux, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire de savoir que le petit dortoir dans lequel dormait Caravage quand il est arrivé malade, mourant, derrière le forum à Rome, bah j'ai été pour voir qu'est-ce qu'il a pensé, quel air il a senti, et pour moi c'était hyper émouvant. Alors bon, le commissariat c'est pas si émouvant que ça, mais le fait de voir qu'il y a 3 colonnes antiques sur le sol, 3 oliviers, je me suis demandé mais est-ce qu'il y avait déjà ces colonnes? Bah oui, je pense, parce que je vois pas pourquoi on va pas faire écrouler un temple plus tard, donc à mon avis ils y étaient. Donc il a dû s'asseoir là, forcément c'est devant. Il a passé 3 mois, donc il s'est mis là. Il a été dans l'église juste derrière, puisqu'il a reproduit la Vierge qui est dans l'église. Donc il a vu la roche tarpéienne qui est juste devant. Mais la roche tarpéienne, elle a une histoire. Elle remonte aux fondations de la ville, puisqu'on en parle en 753. Donc tout ça, bah j'adore. Et j'ai adoré ça aussi, parce que ça c'est une des magies de l'écriture, c'est que je suis rentrée chez moi à Paris, puis je me suis mis à écrire. Puis je suis retournée à Rome pour vérifier ce que j'écrivais. Et là, je vois mon papier et je dévale les marches de l'église qui est devant la roche tarpéienne. Et dans mon chapitre, c'était les 19 marches de l'église blanchissent à la lune, ou quelque chose comme ça. Et je compte en descendant. Et il y en avait 19. Et je me suis dit, waouh. J'ai pas retenu, évidemment, c'est un hasard, mais j'aime bien me dire que c'est pas un hasard. Alors, dans votre livre, au fur et à mesure de cette enquête autour du tableau, on découvre différents corps de métier liés à l'art, notamment évidemment les marchands, les experts, mais aussi les restaurateurs. Et on apprend, en tout cas j'ai appris, qu'il y avait une bataille des anciens et des modernes autour de la restauration et une véritable guerre des tranchées autour de la question des vernis. Alors ça, c'est passionnant parce qu'on parlait de strates successives, de divers degrés de lecture dans le livre, et c'est un peu comme cette histoire de bataille des vernis la représentait en quelque sorte.
Alors, je sais pas s'ils font vraiment la guerre. Je vais peut-être un peu exagérer, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a 2 écoles chez les restaurateurs. Il y a les latins, donc les Italiens, et on regarde leurs monuments, ils sont plus ou moins noirs. Ils aiment pas trop les ravalés. Ils y viennent, mais en général, ils préfèrent pas, parce que justement, pour eux, la patine du temps, c'est important. Le fait qu'on voit que c'est ancien et qu'il y a toutes les fissures et tout, ça fait partie de l'œuvre, ils en sont fiers et ils veulent que ça ne bouge pas. Et ils considèrent que retirer, que ce soit des couches de vernis ou un peu de pierre, ça serait mauvais pour l'œuvre d'art. Et il y a la faction anglo-saxonne qui dit mais non, il faut restaurer, il faut remontrer l'œuvre telle qu'elle était quand le peintre l'a peinte. Alors ça crée évidemment tout un tas de batailles, ça c'est vrai, il y en a qui sont choqués, il y en a qui ne le sont pas, qui sont trop contents, mais quand ils ont restauré par exemple le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, les Romains, ils étaient choqués. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Ils nous ont mis des trucs bariolés, acidulés. Le rose est très très rose, le jaune est très très jaune, et il faut dire qu'avant Michel-Ange, on l'appelait le souverain des ombres. Donc là, il a fallu changer de nom parce que le souverain des ombres, ça marchait plus du tout. Et ils ont dit peut-être que il l'a peint comme ça, mais nous on l'avait pas vu comme ça, et maintenant on est choqués qu'il soit redevenu comme il était. Et dans l'histoire du jeune Bacchus, est-ce que les vernis se sont oxydés, ce qui lui donnerait son petit teint bistre, jaune, ou est-ce qu'il est vraiment malade? C'est une question que les spécialistes de Caravage se sont posées pendant des années. Et en fait, donc on l'a compris, hein, la question de l'authenticité du tableau, vrai, faux, copie, double, etc., est focale dans le livre, en tout cas permet un certain nombre de développements. Et vous revenez sur l'importance justement, et notamment à l'époque du Caravage, sur l'importance de la copie dans le développement et l'explosion, si j'ose dire, du caravagisme, à tel point que le fameux Scipion Borghese dit en réfléchissant tout seul dans son palais, mais au fond le Caravage, si tu disparais, c'est pas bien grave, le caravagisme va rester. Donc cette question de la copie qui finit, ou du caravagisme qui finit par dépasser l'original, quoi. Oui, mais parce que aussi à l'époque de Caravage, d'accord, on avait déjà eu Michel-Ange, Léonard, Raphaël, mais il n'empêche que l'artiste était quand même encore un artisan. C'était pas vraiment comme aujourd'hui où ce qui est le plus important, c'est limite la signature, c'est pas tant l'œuvre elle-même. On préfère savoir qui l'a peint, quoi. Et en 1600, pas du tout. Tout ce qu'on voulait, c'était avoir une œuvre d'art, la mettre soit dans sa galerie, soit chez soi, et point barre. Mais c'est pas tout à fait ça non plus, parce que les collectionneurs comme nos copains Justiniani et le cardinal Del Monte, les deux qui se font la guerre, ils mettaient des rideaux sur leurs œuvres préférées parce qu'ils avaient peur des copistes. Et ils se disaient, s'il y a quelqu'un qui vient fouiner dans ma galerie, qui prend un petit croquis et qui refait la copie, alors mon œuvre aura quand même moins de valeur. Mais c'était plutôt la composition qui les intéressait. C'était pas l'artiste lui-même qui avait moins de pouvoir que l'œuvre, tout simplement. Et je trouve ça beau, en fait, à cette époque. L'œuvre était vraiment... Caravage, au début, pour vous donner une idée, son jeune Bacchus, il l'a vendu pour 8 scudi, c'était la monnaie. Alors que quelques années plus tard de son vivant, un de ses suiveurs a vendu un de ses tableaux, une composition, une copie conforme, pour 300 scudi. Pourquoi? Parce que, non pas parce que c'était la main du maître, on s'en fout, mais parce que c'était une œuvre inventée par Caravage, et on aimait bien juste le motif, pas forcément le peintre. Vous vous rappelez aussi dans ce livre un épisode qui est à la fois amusant et je dirais un petit peu triste, c'est le vol de la nativité du Caravage à Palerme en 1969, tableau qui va se retrouver dans les mains de la mafia et qui va se retrouver trônant dans des salles où on discutait de raquettes, etc., etc. Alors pourquoi être revenu sur cet épisode dans le livre? Parce que c'est fascinant quand même. Dire, tous les trucs de vol dans les musées, comme il y a quelques jours, ça fascine tout le monde, moi aussi. et que de savoir que un Caravage
a été utilisé pour participer à des réunions de la Pizza Connection, je pouvais pas passer à côté de ce détail dans mon livre. Donc évidemment que j'en ai parlé. Alors le côté triste de l'histoire, c'est qu'effectivement le tableau, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a peut-être fini dans une grange. Il a fini, ouais, il a fini. Voilà. Il y a un repenti de la mafia on a demandé où était passé le tableau. Il a dit mais on s'en est pas occupé, on l'a laissé dans une grange et soit il a brûlé, soit il s'est fait bouffer par des porcs, on sait pas trop. Non, c'est un peu triste fin pour un Caravage et pour une nativité. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'importance des lieux, mais il y a aussi dans vos livres l'importance de l'onomastique, à savoir des patronymes des personnages. Dans le grand art, par exemple, l'experte se nomme Marianne Javert, en référence au célèbre personnage de Victor Hugo. Il y a Paul Vivienne par rapport à un quartier, à une rue de Paris. Et là, dans ce livre, votre héroïne s'appelle Alba Vespucci. Or, Vespucci, ça veut dire quelque chose dans le monde de l'art. Ben justement, Vespucci, c'est parce que Simonetta Vespucci, c'était la muse de Sandro Botticelli. Et ça aussi, c'était un truc que j'avais envie d'explorer. Je savais pas vraiment comment en parler, donc j'ai utilisé ce petit subterfuge pour pouvoir pour pouvoir l'évoquer. C'est-à-dire que Sandro Botticelli, dans son atelier, il avait des cartons d'atelier. Et là aussi, on voit le caractère artisanal de ce que peut être une œuvre d'art. Aujourd'hui, c'est l'inspiration, tout ci, tout ça, mais à l'époque, pas du tout. On arrive chez Botticelli, par exemple, et on lui dit bon, bah j'aimerais bien une sainte conversation, ou alors, je sais pas, une mère à l'enfant. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Puis là, il va chercher son petit stock d'images, et puis on tourne les pages et on voit les cartons d'atelier et on voit un peu tout Simonetta Vespucci dans toutes les poses possibles et inimaginables. Il la peint sur tous les angles et puis c'est toujours la même, et il la reproduit en fait. Il la reproduit à l'aide de techniques différentes, mais c'est du calque. Il la calque, et c'est pour ça que quand on regarde les œuvres de Botticelli, ils ont tous la même tête, hommes, femmes, tous plus ou moins le même air, le même visage, les mêmes cheveux dorés, et tous sont le visage de Simonetta, mais parce que c'est un carton d'atelier. Alors Simonetta Vespucci, elle a aussi une résonance en littérature, chez Marcel Proust notamment, puisque en fait, elle rappelle le personnage d'Odette, et c'est une des raisons pour lesquelles le héros tombe amoureux d'elle. Et Proust revient en plusieurs occurrences d'ailleurs dans votre livre. Vous avez un attachement particulier à cet auteur? Ah ben c'est mon numéro 1. Voilà. Oui. Je pense notamment, c'est dans le livre précédent, Le Grand Art, à cet épisode où vous faites référence à la mort de Bergotte et au petit pan de mur jaune. Mais vous faites bien de me le rappeler, parce que sinon je l'aurais encore mis dans mon prochain livre, donc il faut peut-être s'arrêter un moment. Ouais, j'adore. Rien que cette phrase, le petit pan de mur jaune, je trouve ça trop beau. La mort de Bergotte m'émeut particulièrement. Et oui, Swann tombe amoureux d'Odette parce que elle lui rappelle, je crois que c'est la Séphora d'un truc de Moïse ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis Séphora. Mais c'est dans un tableau du cycle de Moïse, il y a Séphora. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Dans le cycle de Moïse, il y a une Séphora, et c'est encore Simonetta Vespucci parce qu'elle est partout. Et d'ailleurs, il la trouve pas belle. C'est intéressant parce que Swann dit, mais elle a les yeux tombants, elle est toute ramassée, mais comme le Botticelli. Et ça lui donne un peu ses lettres de noblesse à Odette. Absolument, ouais. Absolument. Donc on voit les correspondances véritables entre art et littérature. En tout cas, vous les explorez particulièrement dans ce livre, puisque. Mais on voit aussi, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on aime, parce que il aime Odette ou il aime un tableau. C'est pas la même chose. Là aussi, c'est la question du double, de la correspondance ou du paysage intérieur en fait, que nous révèle l'œuvre d'art, puisque. Merci.
Oui, puisqu'en fait, l'œuvre d'art immédiatement fait écho à ce paysage intérieur qui représente quelqu'un, une situation ou un événement. Oui. Et Proust lui-même dit l'amour de quelqu'un, c'est toujours l'amour d'autre chose. Et je trouve que c'est une bonne manière de définir cet amour que Swann a pour Odette à travers Simonetta en fait. Un petit peu vers la fin du livre, bon, on va évidemment pas raconter ce qui se passe, mais votre héroïne, Alba, rencontre deux personnages. Alors apparemment, c'est une anecdote réelle, hein, mais vous l'avez vécue. Et un des deux personnages, quand elle leur explique qu'elle écrit un livre sur Caravage, un des deux personnages lui dit « Mais en fait, moi, j'ai vu ces tableaux enfants, ça a suscité une émotion. » Et le personnage a cette réflexion. Finalement, au-delà du débat sur le double, la copie, l'authenticité, etc., est-ce que le plus important, au fond, ça n'est pas ça? La simple émotion que suscite l'œuvre d'art, au-delà de tous les débats savants et... Bah si, complètement. Et c'est pour ça qu'elle renonce à lui raconter son histoire et à dire elle vient de passer toute une investigation pour savoir si elle avait un vrai, un faux, une copie, un Caravage, pas un Caravage. Et devant cet homme qui lui dit, mais moi, j'ai ce souvenir incroyable, bah, elle dit rien. Elle dit, ah bon. Elle va pas lui dire, est-ce que c'est un faux? Parce qu'il s'en fout. Et alors, j'avoue que moi, pour moi, c'est pas le cas. Parce que justement, j'aime bien connaître l'histoire des choses. Et j'aime bien... Après, c'est pas le cas. Si on me disait aujourd'hui la Joconde, c'est pas Léonard, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que je me dis ah bon, c'est qui? Génial, on va investiguer, on va chercher qui c'est. Mais plus pour avoir l'histoire derrière et pour me dire tiens, viens, on va fouiller. Mais Léonard ou pas Léonard, peu importe, effectivement. Vous revenez à intervalles réguliers, que ce soit dans ce livre ou dans les précédents, sur le discours autour de l'œuvre. Vous dites même, parce que par moments vous avez une extra lucidité, si j'ose dire, par rapport au monde de l'art, vous dites que par moments c'est le discours qui devient presque prédominant par rapport à l'œuvre. Alors cette histoire du discours autour de l'art qu'on pourrait rapporter aussi au discours autour de l'œuvre littéraire, qu'est-ce que... Ben c'est vrai, pour rester dans la question de la Joconde, il y a quelques jours, un monsieur me disait mais non, mais la Joconde quand même, il y a ce truc où elle nous suit du regard et donc c'est une œuvre extraordinaire. Je dis mais ça c'est faux, ça existe pas. C'est un mythe. La Joconde qui nous suit du regard, mais si, parce que Léonard il faisait des illusions d'optique et donc il a travaillé, il a fait des calculs et tout. Mais pas du tout. Ça a été inventé a posteriori, une fois que Léonard était mort et enterré. On s'est dit que la Joconde allait nous suivre des yeux, mais non, c'est rien dans la Joconde n'a été étudié dans ce sens et le peintre ne l'a pas voulu non plus. C'est juste nous, quand on passe, on sait ça, on y pense, et donc on cherche à le voir, et il y en a qui disent « Oh, t'es sûr? Moi, je le vois pas trop », et puis on essaye de l'autre côté « Ah, si, là, comme ça, oui, quand même, elle me suit », puis on se dit que oui, finalement, bah, attends, quel grand peintre, hein, quand même, il arrive à nous suivre du regard, et ça, c'est 100% le mythe, et non pas l'œuvre. Et donc, pour moi, le mythe est toujours plus important que l'œuvre d'art elle-même. Il y a aussi la question, là encore, qui revient à intervalles réguliers sur je ne dirais pas l'opposition, ce serait peut-être excessif, mais les deux écoles en matière d'authentification des œuvres, à savoir l'œil et la science, de l'importance de l'intuition par rapport aux technologies de détermination, de la datation, etc., etc. Ça revient là encore dans le livre et ça revenait déjà dans le précédent. Ça, c'est une question qui est terrifiante et fascinante à la fois. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup d'experts pour, un peu pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, comme ça. Que ce soit, j'ai rencontré l'expert de Rembrandt aux Pays-Bas et il m'a expliqué que lui, c'est le deuxième expert après le premier expert. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est l'expert incontesté, mais lui, il arrive juste en deuxième, donc il attend qu'une chose, c'est que le premier meure.
parce que comme ça, il va pouvoir dire que ce tableau-là, c'est un Rembrandt. Il en est persuadé, c'est comme ça, et pas autrement. Mais il faut d'abord que l'autre meure. Donc dans quelques années, on aura un nouveau Rembrandt. Et pareil, un jour aux États-Unis, je rencontre des amis qui me disent, on a un Soutine. Je me dis, ah bon, un Soutine, incroyable. On fait des recherches, on se rend compte qu'ils ont un Soutine. Vraiment. C'est-à-dire que l'œuvre a été achetée par Helena Rubinstein, une collectionneuse. On a vu l'œuvre accrochée chez Helena Rubinstein, il y a la photo, c'est le même, exactement. On a fait toute la recherche pour dérouler tout le fil des attributions. Tout colle, on va le faire expertiser. Les experts disent, alors oui, la personne a utilisé les pigments de Soutine à l'époque de Soutine, et Helena Rubinstein avait vraiment ce tableau chez elle. Mais elle a acheté un faux. Je dis, mais comment ça, elle a acheté un faux? Il était même pas connu. Pourquoi elle a acheté un faux? Ah, bah, parce que je ne vois pas Soutine. C'est son œil. Et ceux-là aussi, ils ont leur âge. J'attends, parce que je me dis, bah, le prochain expert, il va nous dire autrement. Et ça, c'est une question qui est terrible, parce que il peut y avoir il y a partout des erreurs tout le temps. On n'a pas la science infuse de rien, et tel expert dit c'est un vrai, l'autre dit c'est un faux. Pour Caravage, pareil, le Caravage qu'on a découvert dans le grenier, là, à Toulouse, il y a quelques années, 2014, la moitié de la planète d'experts de Caravage a dit c'est un Caravage authentique, l'autre moitié a dit mais pas du tout. Et on sait pas. Et donc, en attendant, on reste à se poser la question, et chacun y voit ce qu'il veut, peu importe. C'est vrai, peu importe au final. Oui, mais c'est assez vertigineux en fait. C'est vertigineux puisqu'on s'aperçoit qu'on pourrait presque fabriquer des vrais à partir d'une attribution, d'une fausse attribution. La question des attributions, je la trouve fascinante parce qu'elle ne dépend que d'une poignée de personnes qui font la pluie et le beau temps, et qui ont certainement, enfin, qui ont beaucoup plus que nous les qualifications pour le faire, mais qui dépendent aussi de leur intime conviction, et qui est subjective. Alors, un sujet qui est aussi fascinant, et ça dit beaucoup de choses de l'époque du Caravage, hein, mais pas seulement, mais en l'occurrence de la sienne, c'est la question de la signature, ou de l'absence de signature. Qu'elle soit matérialisée par un détail connu des seuls initiés dans une œuvre ou dans un tableau, ou alors qu'elle n'existe tout simplement pas. Et dans le cas de Caravage, il ne signait pas d'ailleurs ses œuvres. Il signait pas ses œuvres parce que la plupart étaient des commandes d'église, donc on ne se voit pas non plus aller mettre son nom. C'est d'abord, les œuvres ont une fonction, et la fonction, c'est pas de savoir si c'est Caravage ou non, comme on me disait tout à l'heure. Il a signé une œuvre unique dans toute sa carrière, c'est la décollation du Baptiste. Et il a pris, donc c'est l'époque où il était déjà condamné à mort. Quiconque le trouvait un pied sur les états pontificaux avait le droit de lui trancher la tête, n'importe qui. Donc il en faisait des cauchemars, évidemment. Donc il a fait l'obsession des têtes coupées, et le Baptiste décollé, il a peint beaucoup. Et il était tellement, j'imagine, hein, je sais pas, mais il devait avoir peur, parce que il a pris le sang du Baptiste décollé, et il a fait comme ça avec le sang, et il a signé de son nom. J'ai oublié la question. Oui, je disais cette question de la signature, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'époque aussi? Bah voilà, elle nous redit la même chose, c'est-à-dire les artistes sont des artisans. Donc ils n'ont pas besoin de signer leurs œuvres, ça n'est pas c'est pas pertinent du tout. La signature vient plus tard, et justement elle vient avec le statut de l'artiste, le génie, et quand on s'arrache des œuvres d'art d'une telle personne spécifique, bah là oui, on aimerait qu'elle soit signée, mais sinon avant ça, non. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'introduction de la notion de marchandise aussi de l'œuvre d'art et de la commercialisation ultérieure par rapport à la signature, hein? Bah, c'est vrai que l'époque n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que en 1600, les œuvres, elles avaient souvent une fonction. Aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, oui, on s'arrache à prix démentiel des œuvres d'art juste parce que c'est tel maître ou tel maître.
D'ailleurs, Botticelli, il vaut pas grand-chose en ce moment si vous avez envie d'avoir un petit Botticelli. Et je suis étonnée, hein. Il part pas cher aux enchères, alors que Caravage, par exemple, lui, il explose, ce qui n'était pas le cas il y a une cinquantaine d'années, pas du tout, il n'était pas connu. Oui, parce qu'il y a aussi cette histoire enfin, cette question de la mode en matière de marché de l'art. Ouais. Complètement. Ouais. Et aujourd'hui, on est obsédé par la question de l'authenticité, du vrai, du faux. La copie d'un Van Gogh, personne la veut. Alors que bon, l'autre, on veut bien. Mais ça n'existait pas du tout à cette époque-là. Et justement, comment avez-vous travaillé cette double temporalité par rapport aux scènes que vous avez imaginées ou reconstituées? C'est-à-dire, vous avez travaillé plus particulièrement sur le contexte de l'époque, la vie, la biographie du Caravage. Vous avez ajouté des éléments pour que ça permette d'argumenter plus particulièrement autour de l'histoire? Les deux ensemble. C'est-à-dire que à la fois j'ai eu besoin de passer beaucoup de temps à Rome pour m'imprégner des gens, de la façon d'être. Et puis j'ai eu besoin aussi d'aller dans les lieux où Caravage était, où il a bu, où il a peint, sa maison comme je le disais tout à l'heure, mais aussi la taverne où il avait l'habitude d'aller, qui est encore là. Elle ouvre au gré des propriétaires, c'est quand ils veulent, hein, mais mais elle est là. Et oui, j'aime bien les petits détails, et c'est là que je suis plutôt romancière qu'historienne de l'art, c'est-à-dire que il y a des petits détails qui n'ont rien à voir avec la peinture ou l'histoire de l'art. Savoir ce que Caravage a déjeuné et comment il l'a pris, j'adore. J'adore me dire, voilà, il a mangé des artichauts, il a fait ci, il a fait ça. Et ça, pour moi, ça me nourrit tout autant que savoir quel pigment il a utilisé pour faire sa Madone. C'est les deux choses qui m'intéressent. Et j'ai arpenté la ville, mais j'ai aussi, évidemment, pour avoir les détails, arpenté les archives, les biographies de première main. C'est-à-dire, le premier biographe de Caravage, c'est un homme qui l'a vraiment fréquenté. Oui, mais qui le détestait. Mais qui pouvait pas le voir en peinture, donc ça a contribué à une aura très noire du peintre, et ça a forgé un peu sa légende maléfique dès sa mort, en fait. Oui, d'ailleurs, vous racontez comment c'est l'historien d'art Roberto Longhi qui a sorti Caravage de sa damnatio memoriae en 1927, je crois, puisqu'il a réussi, il l'a remis en lumière, et ça, vous le décrivez très bien dans le livre. C'est d'ailleurs un des points importants du livre, puisque ça détermine l'authenticité ou pas de l'œuvre ensuite. Alors, il a trouvé ses premiers Caravages en 1927, mais après, il lui a fallu des années et des années de recherche pour retrouver les autres. Il y en a une 60aine aujourd'hui, des Caravages. Mais c'est vraiment en 1951, je crois, donc dans les années 50, qu'il a fait une exposition à Milan, Caravage et les Caravagesques, je crois. Et c'est là que le public a redécouvert Caravage, mais il était mort depuis 400 ans. Et en fait, il a complètement disparu. Et oui, il est récent en fait pour nous, Caravage. Je me permets d'ajouter qu'il y a une salle des Caravagesques au musée Fesch d'Ajaccio, dont nous sommes au bon moment, dans le bon lieu, dans la bonne ville. Voilà. Le livre, alors l'histoire d'amour, elle évolue en fonction de cette enquête, etc., etc. Et il y a au fond, même si le personnage masculin n'est pas extrêmement sympathique, il est par moments un peu pathétique. Vous trouvez? Oui, mais non. Je trouve un peu, un peu insincère et un peu. Et il y a quand même une véritable. Vous réussissez ce tour de force de le rendre quand même un petit peu attachant. J'ai eu peur. Non, malgré tout, je l'aime quand même. Donc non, j'ai essayé de rendre l'histoire d'amour telle qu'elle était. Donc avec amour, mais aussi avec toute la tristesse et toute la noirceur, mais le départ, c'est l'amour, oui. Bon, donc vous voyez, une histoire d'amour, une enquête, il y a véritablement plusieurs niveaux de lecture dans ce livre, et j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec les vernis qu'on découvre, avec les strates de peinture,
Et pour en revenir à l'histoire du petit pan de mur jaune, puisque je vois que ça vous tient à cœur, c'est une des réflexions du personnage aussi, qui parle des couches de peinture, comme il aurait pu les introduire en littérature aussi. Et justement, dernièrement, là, il y a 10 jours, il y a un auteur américain qui m'a envoyé son livre par la poste parce que il avait été voir un Caravage à la National Gallery il y a quelques années et il est tombé par terre. Il a fait une syncope, comme Bergotte avec le petit pan de mur jaune de Vermeer dans La Recherche. Et son livre s'ouvre là-dessus. Et en fait, il a fait je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas un truc grave parce que maintenant il s'en est pas tout à fait remis, mais il m'a dit voilà, je raconte dans les premières pages de mon livre le malaise que j'ai fait devant un Caravage, donc je voulais que tu l'aies, je voulais que tu vois cette histoire. Et j'ai trouvé ça trop beau, je me suis dit tiens, je vais découvrir un autre Bergotte, je suis ravie. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, peut-être y a-t-il des questions dans la salle. Monsieur, oui? Merci pour l'entretien qui était passionnant. Je vais essayer d'être un peu peut-être iconoclaste. Vous êtes, ça fait 10 ans, vous étiez à Rome avec votre amoureux également du moment. Vous êtes rentré dans ce musée, vous avez vu ce Caravage. Vous avez dit qu'il était un peu gris, également petit, que les gens ne regardaient pas forcément, qui représentait un Bacchus malade. Or, il y a 10 ans, votre grand-père est mort aussi. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien entre votre attachement pour le tableau et votre grand-père qui était peut-être également malade ou avait également disparu? Et là, puisque dans le livre, c'est la femme, Albiana, qui aime également le tableau et non pas le mari. Donc ce tableau aurait peut-être quelque chose à dire au couple, mais aussi peut-être à vous-même dans la relation avec votre grand-père, dans l'hommage que vous voulez lui rendre, puisque le Caravage était un peu iconoclaste aussi, novateur en matière de peinture. Votre grand-père, évidemment, que je n'ai pas connu, prenait une Mustang pour aller faire également aussi des courses. Donc il y a peut-être un lien entre le tableau, ça vous paraît absurde comme idée ou c'est une possibilité? Absurde dans le sens où c'était pas il y a 10 ans que j'ai vu Bacchus. Non, c'était là on est en quoi? On est en 2025, donc c'était il y a 3 ans. C'était non, c'est beau de voir mon grand-père partout, ça c'est sûr, mais là pour le coup, il y était pas parce que c'était il y a 3 ans et je pense que c'est trop beau de voir des personnes qu'on aime dans des tableaux, ça c'est sûr. Mais pour mon grand-père, j'aurais pas choisi ce tableau-là. Ah oui, ouais, mais ouais, non, là la tristesse, elle était déjà transformée. Merci pour votre question. Une autre question peut-être? Sur le vrai, le faux, l'art, la littérature. On a beaucoup dit aussi. Ouais. Oui, on a beaucoup dit. En tout cas, ce qui est beau, c'est la voix. Oui, absolument. Et il y avait eu également au Musée Fesch d'Ajaccio en 2012 une exposition qui s'intitulait Vrai, faux, le primitif était presque parfait, qui revenait justement sur cette question de la copie en mettant en lumière des figures de faussaires célèbres. Oui, absolument. Très belle exposition d'ailleurs, absolument. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve très beau le fait de dire la douleur était transformée déjà. Je trouve ça magnifique, quelle chance aussi. Merci.